Pour parler du métier de visual merchandiser dans le luxe, je vous propose d'échanger maintenant avec Claire Souvigné. Elle est directrice du pôle Luxury du groupe Omnes Éducation. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Comment ça va? Ça va bien. Ça a l'air, ça a l'air. Alors avant de commencer à parler métier, j'ai une question. Quand on parle de l'univers du luxe, est-ce qu'on peut parler d'un univers qui soit florissant en termes de business? Oui, c'est clair que ce secteur est très florissant. Alors évidemment, comme plein d'autres secteurs, il a connu la période du Covid, forcément un coup d'arrêt, notamment sur le marché chinois, qui est le premier consommateur de luxe dans le monde. Et donc évidemment, le marché doit s'en remettre. Mais ça y est, les indicateurs sont au vert et avec quelques petites différences selon les types de secteurs dans le luxe. Globalement, on peut parler d'un marché florissant. Quelques chiffres, 2 chiffres qui parlent, c'est 247 milliards d'euros pour le marché du luxe, dont, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, 45 milliards, c'est quand même pas rien, sur ce qu'on appelle le retailing du luxe, c'est-à-dire la partie vente et boutique. Les boutiques de luxe. Voilà. Très bien. Alors, dans ces boutiques de luxe, on peut rencontrer des personnes qu'on appelle des visual merchandisers. Concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, les mots Alors déjà, on peut le traduire en français. Ça s'appelle chargé ou responsable de merchandising. Alors, on dit, je dis en français, mais on a toujours parlé de merchandising, en fait. Mais le poste s'appelait comme ça en France. Maintenant, on l'appelle visual merchandising parce que le terme est devenu international. Et puis surtout, par rapport à responsable, visual, on voit bien la différence. La différence, c'est que le merchandising, c'est d'abord quelque chose qui se regarde. Sensoriel, il y a une approche voilà. visuelle. Alors, ça fait appel à tous les sens. Alors, l'appel visuel, effectivement, mais aussi, les odeurs, les formes, le toucher, enfin, tous les sens, et voir aussi le bruit, puisque la notion de musique, évidemment, ou de fond sonore, en tout cas, est très importante dans toutes les boutiques de luxe. C'est très lié à cette histoire d'expérience dont on parle souvent des boutiques de luxe. Tout à fait. De l'expérience, alors qui est propre à tous les métiers, mais dans le luxe qui est évidemment renforcé parce que l'expérience doit être au-delà de toutes les expériences qu'on peut vivre en boutique. Très bien. C'est quoi le quotidien d'un visual merchandiser? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait plein de choses. C'est d'ailleurs pour ça que ce job est très recherché, notamment par beaucoup de jeunes. Il fait beaucoup de choses parce que c'est un travail qui est très opérationnel. On est sur le terrain, on est sur le terrain, pas à 100%, puis ça dépend évidemment du niveau dans l'entreprise où on se situe, si on est plutôt responsable du merchandising sur plusieurs boutiques ou sur une seule boutique, mais on va dans la boutique, on vit le terrain, et donc on est toute la journée au contact à la fois des clients, mais aussi des équipes de vente. Et on va faire plein de choses. On va faire plein de choses, c'est-à-dire qu'on va être aussi bien dans la partie décoration, très en amont. On va travailler, on va le faire, le bois, les décors, les découpes. On va scier, on va percer quand on est dans des plus petites boutiques, on va dire. L'écrin des produits. L'écrin des produits, puisque le travail du visual merchandiser, c'est vraiment de valoriser le produit dans la boutique. Donc c'est vraiment mettre comme un bijou dans sa boîte, dans son écrin, et de faire en sorte qu'il soit valorisé. Donc on va travailler tout l'amont du décor, donc quelque part on est un peu architecte d'intérieur, mais on va bien sûr avoir aussi à l'autre extrême des tâches de gestion qui sont de savoir faire le budget, parce que tout ça, ça a un coût, combien ça coûte, ça va être le reporting, qu'est-ce que ça permet de vendre, quel est le retour sur investissement de la décoration, comment en termes de KPI, combien de clients sont venus et ont acheté parce que on a mis un produit en valeur plus qu'un autre. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? La nouvelle collection marche-t-elle en fonction de ce qu'on a fait? Et puis, troisième grande partie de ce métier, c'est les fournisseurs, évidemment. Peut-être des stocks aussi, j'imagine. Et la gestion des stocks qui va avec, en effet. Très bien. Du fait, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon visual merchandiser? Ce serait quoi? Alors, bon, évidemment, encore une fois, ça dépend de la marque de luxe qui a envie de travailler. Est-ce qu'on est dans une marque qui standardise toutes ces boutiques au millimètre près? Standardisé, c'est un peu ce côté copier-coller. On a vraiment une expérience très identique dans toutes les boutiques. Voilà, dans toutes les boutiques et dans tous les pays du monde. Ce qui est, alors même s'il y a des petites différences, on voit bien quand même que la standardisation dans le luxe, plus la marque est grande, plus la standardisation est importante. Et c'est vrai que dans ce cas, il y a moins de créativité. Donc, la qualité première, qui est normalement la créativité, sera plus ou moins attendue en fonction de cela. Quand c'est une petite marque qui a peu de boutiques, ou que c'est une boutique, le visual merchandiser aura davantage de créativité à mettre en avant. Ça, c'est une qualité qui est essentielle. Le sens du design,
le sens de la beauté, tout simplement, et puis aussi la capacité à raconter une histoire. Ça, c'est une qualité. Et donc, qui fait appel, on en parlera tout à l'heure dans le sourcing de là où on vient dans le profil, mais des qualités un peu littéraires, d'argumentation, et puis aussi d'avoir une sensibilité au beau, donc connaître un peu l'art. Voilà, avoir tout ça. Et en même temps, et certains étudiants pensent parfois que c'est incompatible, je parlais de gestion, de reporting, de budget, eh bien, il faut des qualités de rigueur, de gestion, de savoir faire un d'organisation, de savoir planification. Aussi du management. J'ai oublié peut-être de parler de formation, puisque le visual merchandiser, une fois qu'il a mis en valeur son produit, doit expliquer aux équipes de vente à quoi ça sert. Comment le faire vivre. L'équipe va le faire vivre, tout à fait. Donc vous voyez, il faut être manager, il faut être gestionnaire, voilà, et il faut être créatif. C'est intéressant, c'est hyper varié, très très varié. Oui, mais du coup c'est difficile de trouver un peu la perle rare. Oui, j'imagine. Alors justement, en parlant de perle rare, toi tu connais très bien le secteur de l'enseignement supérieur. De manière un peu générale, c'est quoi les parcours pour devenir visual merchandiser? Alors, moi je vois vraiment, enfin dans les profils des visual merchandisers, il y a deux grands profils. Après, ces profils-là, ils vont se projeter sur des types de carrières. Le visual merchandiser, c'est une étape dans sa carrière. D'accord. Il y a surtout alors il y a des gens qui le font à vie, mais c'est un boulot qu'on peut faire, on va dire quand on démarre, jusqu'à 40-45 ans, avant d'accéder, quand ça marche bien, à des fonctions de store manager, de sales manager, etc. Donc là, il y a vraiment deux grands profils. Il y a celui qui est un profil artistique, vraiment, quand je parlais de créativité, qui lui, on peut lui conseiller d'aller plutôt faire des études dans le domaine des écoles d'art, des écoles de design, des écoles de mode, en tout cas vraiment des parcours qui sont des parcours artistiques, créatifs, et sur lesquels on va mettre plutôt le zoom sur la créativité, le travail artisanal, parce qu'il y a une forme d'artisanat dans le visual merchandiser, et des gens qui vont se destiner après, s'ils changent, à être plutôt directeurs artistiques, directeurs de collection. Très bien. Le deuxième profil, alors c'est pas du tout le même, ce sont plutôt des gens qui vont aller en école de commerce. Qui vont aller en école de commerce pour travailler la partie alors plus gestionnaire, mais aussi management. Pour autant, dans les écoles de commerce, il y a évidemment des parcours qui peuvent être un petit peu plus créatifs. Et quand je parle d'école de commerce, j'aurais pu parler d'écoles de communication aussi, dans lesquelles on fait à la fois de la gestion et à la fois un petit peu d'artistique. Et justement, au sein du groupe Omnes Éducation, est-ce qu'il y a des parcours particuliers qui peuvent amener à ce métier? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on forme énormément de jeunes qui vont être dans ce métier-là, quelle qu'en soit l'appellation, visual merchandiser étant le plus fréquent. Alors, dans un groupe comme Omnes Éducation, il y a deux formations types qui forment à ce type de métier et qui recoupent un peu ce que je viens de dire, mais sauf que c'est évidemment moins artistique. On a une école de communication qui s'appelle Sub de Pub, dans laquelle il y a beaucoup de programmes qui tous peuvent mener à être visual merchandiser. Parce que Sub de Pub, c'est de la pub, et donc du marketing. Et donc, dans la pub, on travaille beaucoup la créativité. Elle peut être sur le mot, sur la parole, mais elle est aussi sur l'image. Et quand elle est sur le mot et sur l'image, elle peut être en magasin, via des corners, via des slogans, etc. Donc, beaucoup de jeunes qui sont créatifs et qui peuvent faire ce métier. Et en même temps, on leur donne des éléments de stratégie marketing. Oui, il faut comprendre la problématique de la marque, son positionnement, son univers. Voilà. C'est de la créativité appliquée. Ça reste de la créativité appliquée. C'est exactement ça. Donc, on va moins faire avec ses mains. Ouais. On fait un peu plus avec sa tête, mais ça reste assez créatif. Donc ça, c'est Sub de Pub forme vraiment à ce type de profil. Les autres écoles de commerce, alors qu'elles soient des écoles comme notre bachelor en 3 ans ou après sur des MSc ou des programmes grande école en 5 ans, peu importe la durée, là, il y a des programmes en marketing ou en commercial. D'accord. On peut choisir, et il n'y a pas là-dessus, c'est ça qui est bien avec les marques de luxe, c'est qu'elles regardent les personnalités. Donc, ok, on choisit une école de commerce, on va faire du commercial, c'est pas clivant, c'est pas bloquant pour la suite. Pas du tout. En fait, ce qu'il faut pour un jeune, ce qu'on conseille toujours, c'est qu'est-ce qu'il a comme talent, lui, de façon naturelle, qu'il va cultiver de par sa personnalité, et auquel il peut rajouter des éléments professionnels, d'expertise, voilà, qui vont rendre son profil le plus complet possible pour ce type de poste. Donc, faire du marketing ou du commercial, c'est exactement la voie toute tracée pour tenir ce type de poste. Donc, en quelques mots, est-ce qu'il y a, pour rejoindre ce type de parcours, est-ce qu'il y a des spécialités au lycée qu'il vaut mieux avoir prises ou pas?
Alors, j'allais dire oui et non. C'est-à-dire qu'un jeune qui est passionné par le secteur du luxe, qui a envie de s'investir dans la partie plutôt marketing et commerciale, quelle que soit la spécialité au bac qu'il va faire, il y arrivera. En revanche, il y a quand même des spécialités qui vont lui permettre, encore une fois, en fonction de ses talents naturels, cultiver ces fameux talents voilà, naturels dont tu parlais donc, tout à l'heure. Un jeune qui, naturellement, a des dons artistiques, au lycée, il va vouloir prendre ça. Ses parents vont avoir tendance parfois à lui dire c'est pas un métier, mais ça n'est qu'une spécialité. Et donc, prendre les arts artistiques, les arts plastiques, avec soit la spécialité cinéma audiovisuel, soit arts plastiques, là, on va vraiment pouvoir développer mettre en avant voilà, l'histoire de l'art, le goût du beau, etc. Enrichir tout un référentiel, une culture esthétique. Voilà. On peut le compléter parce qu'en général, ces gens-là sont souvent littéraires, par la spécialité littéraire, qui malheureusement a été quand même largement sous-estimée pendant des années, parce que là encore, enfin, on est capable de faire du storytelling, de raconter des histoires, on est capable d'écrire. En plus, on va se confronter à un univers du luxe où on a des gens qui sont de CSP supérieurs, donc il faut savoir s'exprimer. Donc les littéraires sont évidemment les bienvenus, mais pas que. Les sciences économiques et sociales, oui, bien sûr. Côté business. Côté business, c'est indispensable. Donc c'est aussi une spécialité qui me semble très pertinente. Mais on peut aller aussi parler des mathématiques. Les mathématiques, ça ouvre à tout aujourd'hui. Alors si vous avez une sensibilité artistique et qu'en plus vous êtes capable d'aller en spécialité mathématiques, ben là, donc c'est le bonheur. En synthèse, plutôt aller vers les spécialités dans lesquelles avec lesquelles on est les plus à l'aise pour cultiver ces savoir-faire personnels intrinsèques, on va dire. Et de préférence, parce qu'il y a plusieurs spécialités à choisir, je crois que c'est 3 en première et 2 en terminale, c'est d'arriver aussi à jouer les complémentarités. Bien sûr. Je sais que c'est difficile parce que souvent on a un profil, on se dit j'aime pas les maths ou j'aime pas l'art et les lettres. Les combinaisons, ça peut être un bon moyen. Il faudrait faire des combinaisons et c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. C'est de trouver un équilibre entre des choses qui sont un peu contraires. Génial. Merci beaucoup Claire pour toutes ces infos. C'était passionnant. Ça donne envie d'aller faire un tour dans des boutiques de luxe et de voir ça un petit peu sous un autre angle. Alors en tous les cas, si vous avez encore des questions, c'est sur le chat que ça se passe, que ce soit sur le métier ou sur les parcours. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et puis on vous propose maintenant de rencontrer un nouvel invité en distanciel cette fois-ci qui va nous faire découvrir son métier, Deputy Store Director chez Louis Vuitton. À tout de suite.